Bruxelles abrite désormais l'une des plus grandes zones 30 d'Europe. Elle concerne l'ensemble du Pentagone. De très nombreuses factures d'énergie impayées à Bruxelles, notamment. Sibelga a placé de nombreux limiteurs de consommation d'énergie. À l'occasion des journées du patrimoine qui mettent à l'honneur la pierre, cette année, l'église Saint-Jean-Berckmans à Etterbeek ouvrira ses portes. Elle fête aussi son centenaire. Et puis le ministre bruxellois de l'économie et de l'emploi, Benoît Serex, fait sa rentrée sur Télé Bruxelles. Bonsoir à tous et bienvenue. Cette fois, ça y est, le Pentagone passe en zone 30. Tout le périmètre à l'intérieur de la petite ceinture, à l'exception de quelques boulevards, voit donc sa vitesse limitée à 30 km/h, sauf pour les trams. Une mesure à laquelle il va falloir s'habituer et qui ne fait pas l'unanimité. Vous allez voir, Stéphanie Triest et Yannick Van Gansbeek. En vigueur la limitation à 30 km/h dans toutes les artères du Pentagone, excepté les boulevards de Dixmude et ceux de l'axe Nord-Midi, Max, Anspach et Lemonnier, qui restent à 50 jusqu'à leur réaménagement. Opération de charme, ce matin, la ville de Bruxelles, une distribution de flyers en papier mâché. Le sucre, ça adoucit les mœurs, enfin en principe. Les réactions sont très négatives, bien sûr, parce que bon, zone 30 à Bruxelles, voilà, il faut s'y faire. Mais surtout des taxis. C'est très négatif vis-à-vis des taxis. Aujourd'hui, on va rigoler, hein. Alors la zone 30, c'est pas une bonne nouvelle? Non, pas du tout, madame, c'est mieux à pied qu'en voiture, hein. C'est qu'ils sont pressés, les clients, et puis l'information ne serait pas toujours bien passée. Les taxis, oui, sont au courant, mais les personnes en général ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Quelques-uns sont bien informés, malgré quelques couacs de communication. Une bonne nouvelle, mais ça fait bizarre d'entendre les gens dire oh, on va pas la pénaliser. Entendre dire ça à la télé, je trouve pas ça bien. Une info démentie par le parquet, pas de tolérance pour les infractions aux zones 30, mais des priorités causées par l'abondance de PV. Dans les faits, la limitation ne changera pas trop le temps de parcours, vu le nombre de feux et d'embouteillages, mais reste difficile à respecter. C'est pas évident pour garder la vitesse. C'est pas évident, ça veut dire quoi? Il faut rester en deuxième? C'est déjà un maximum déjà. C'est déjà un grand maximum. Vous savez quoi, déjà dépassé un peu la limite aujourd'hui? Je fais pas attention. Je regarde d'abord la circulation. Pourtant, une réduction de la vitesse de 50 à 30 km/h amène le risque d'accident mortel de 45 à 5%. Sécuriser la circulation cycliste et piétonne, c'est le but de l'opération. Comme une baisse du bruit, l'impact sur la qualité de l'air étant moins évident. En première ligne sur les terrains, les hôtesses de la ville exercent un métier à risque ce matin. J'ai eu un doigt d'honneur ce matin et puis j'ai failli me faire écraser quelques fois aussi. Si certains sont déjà au courant, en plus des panneaux aux entrées du Pentagone, 10 radars mobiles sont censés informer les automobilistes sur leur vitesse avant le renfort de radars répressifs l'an prochain. Mais dès aujourd'hui, de ces zones, certains n'en feraient bien qu'une bouchée. Et nous allons retrouver en direct au cœur du Pentagone, rue Antoine Dansard, Marc de Bonte, pour dresser un peu le bilan de cette première journée en zone 30. Voilà, Marc qui ne m'entend peut-être pas, oui? Oui, bonsoir. Effectivement, la zone 30 est respectée ici dans le centre de Bruxelles et pour cause. C'est l'heure des embouteillages ici, rue Antoine Dansard. D'où cette question à l'échevin de la mobilité. Monsieur Seu, quel est le sens de cette mesure, mettre des rues en zone 30 alors que matériellement on ne sait pas aller plus que du 10 ou du 20 km/h? Bonsoir. Eh bien, ça dépend, comme vous venez de le dire, des heures évidemment. Il y a d'autres moments de la journée où malheureusement souvent on roule beaucoup trop vite. Mais je pense que le sens de la zone 30, c'est deux raisons essentielles. D'abord, la sécurité. Je pense que tout le monde doit savoir que quand il y a un accident entre un piéton et une voiture, que ce soit 50 ou 30 à l'heure, c'est une énorme différence en faveur du piéton. Et le deuxième élément important pour nous, c'est la convivialité. De plus en plus de Bruxellois reviennent habiter en ville et ils ont droit à une bonne qualité de vie aussi. Alors certains se posent la question, pourquoi les boulevards du centre ne font-ils pas partie de cette zone 30? Pourquoi en sont-ils exclus? Oui, je comprends tout à fait cette question parce que ça aurait été évidemment incohérent de les mettre immédiatement. Mais on a pour l'instant des travaux à la petite ceinture ouest et donc on a préféré aussi, eu égard au fait que les boulevards du centre ne sont pas encore physiquement adaptés, je dirais, attendre et commencer par l'ensemble du Pentagone, excepté les boulevards. Mais il est bien évident que dans mon esprit, lorsqu'ils seront réhabilités et qu'on aura alors évidemment un espace public de qualité, on pourra tout à fait les joindre à la zone 30.
Monsieur Seux, je vous remercie. Il va falloir s'y habituer car le parquet de Bruxelles l'a rappelé, il poursuivra les éventuelles infractions. Merci beaucoup Marc de Bonte qui était en direct depuis la rue Antoine Dansard. Et puis une information qu'on pouvait lire dans le journal Le Soir aujourd'hui, de très nombreuses factures de gaz et d'électricité restent impayées à Bruxelles. C'est le cas en Wallonie aussi. L'opérateur Sibelga parle de plus de 15 000 limiteurs de puissance en activité au 1er juillet 2010, soit une restriction de consommation pour les clients mauvais payeurs. David Courrier et Frédéric Dehainaut. Voici un limiteur de puissance, un 6 ampères comme on dit dans le métier. Chaque jour, les agents de Sibelga en posent et en retirent plusieurs dizaines. Cette procédure est en fait exigée après rappel de factures à payer par les fournisseurs de gaz et d'électricité. Pour Bruxelles, principalement Electrabel, Lampiris et Neon. Sibelga n'est donc qu'un gestionnaire de réseau à Bruxelles. Du coup, c'est lui aussi qui assume les frais de ces procédures. Le placement et l'enlèvement des limiteurs de puissance sur les installations est une charge collective, c'est-à-dire que c'est une charge que Sibelga supporte. Ce n'est pas quelque chose, les frais ne sont pas portés en compte du client qui est en difficulté de paiement, et la totalité de cette charge est répercutée sur le prix d'utilisation du réseau de distribution que payent tous les consommateurs. Donc tous les Bruxellois, quelque part, dans la petite partie, c'est-à-dire dans 30% de leur facture d'électricité, il y a les frais de distribution, et maintenant c'est 30%, il y a une petite quote-part qui couvre la gestion des mesures sociales, et parmi les mesures sociales voulues dans les ordonnances bruxelloises, il y a la possibilité de placer un 6 ampères. 15 354 limiteurs de puissance en activité ont été recensés à la date du 1er juillet, une augmentation tout de même de 20% par rapport aux 13 000 appareils comptabilisés le 1er décembre dernier. Des chiffres que le gestionnaire du réseau bruxellois s'empresse de relativiser. Ce n'est pas une augmentation depuis décembre, c'est une augmentation du nombre. Si je prends donc une situation, c'est toujours un instant T, un instant maintenant, nous en avons un peu plus que l'année dernière, à la fin de l'année 2009. Mais parce que l'année 2009 était inférieure aux années précédentes. Donc on est vraiment dans la continuité, légèrement plus. Crise économique, libéralisation du marché, les facteurs sont nombreux pour expliquer le recours à ces procédures. 6 ampères, ça correspond à 1400 watts pour une installation monophasée, l'équivalent de 14 ampoules 200 watts. C'est bon pour l'éclairage, le frigo, mais attention, si l'on cumule plusieurs appareils énergivores comme le sèche-linge ou le fer à repasser, tout s'éteint. Voilà, Benoît Sorex est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, ministre de l'Emploi et de l'Économie, ministre bruxellois, peut-être une réaction rapidement au sujet qu'on vient de voir. Il faut savoir que ces 1400 watts de secours, donc ce 1000 limiteurs de puissance, ça vient d'une ordonnance de la région en soutien aux personnes qui se trouvent parfois bien démunies. Est-ce qu'il n'y a pas là un effet pervers, pensez-vous ? On a de plus en plus, il y en a un peu plus ici cette année de limiteurs de puissance, un effet pervers de cette ordonnance où on se dit finalement il y a d'autres priorités et on va essayer de se débrouiller avec ces 1400 watts. Vous savez, je ne pense pas que les Bruxellois ou les Bruxelloises fassent le choix de ne pas payer leurs factures de gaz ou d'électricité. On se rend compte qu'aujourd'hui, malheureusement, la crise bat son plein et qu'un grand nombre de notre population est touchée. Et qu'aujourd'hui, face à ces problèmes de logement, face à ces problèmes de paiement de factures, énormément de notre population bruxelloise se trouve démunie. Et donc, il n'y a pas une question de choix et d'effet pervers. Moi, je trouve ça tout à fait normal qu'on puisse octroyer un approvisionnement minimal de ce qui est essentiel pour vivre ici à Bruxelles en matière de gaz et d'électricité. Très bien. Alors Benoît Sorex, on en vient à l'actualité politique. Alors je ne sais pas si vous en savez un petit peu plus sur les discussions qui sont en cours. On sait qu'aujourd'hui les médiateurs, après avoir rencontré Liodi Rupo et Bart De Wever, rencontraient les 5 autres partis séparément pour l'instant. Est-ce que ça va reprendre selon vous ? Est-ce que vous êtes optimiste ? C'est en tout cas un signe positif de voir qu'on a décidé de reprendre un certain nombre de contacts avec les 7 partis qui ont entamé ces négociations depuis maintenant une dizaine de semaines. Il y a tout un travail qui a été effectué, et donc on ne peut pas dire qu'on part de rien. Oui, je rappelle que vous êtes en première ligne, vous êtes un négociateur. J'ai participé à un certain nombre de négociations, notamment tout ce qui tourne autour de Bruxelles, son avenir et des liens avec la périphérie. Et donc j'espère que maintenant, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on pourra aboutir et engranger cet accord, parce que je pense que c'est vraiment
nécessaire et indispensable. On vient de parler de ces problèmes socio-économiques, mais qui est un gouvernement fédéral qui puisse se mettre en place. Alors, on parle d'une nouvelle méthode où on travaillerait en parallèle sur le refinancement de Bruxelles, la scission de BHV, la loi de financement, mais aussi le budget 2010-2011 dans les grandes lignes. C'est une méthode qui satisfait le CDH ? Oui, parce que tout est dans tout. C'est vrai que pour l'instant, on s'est, je dirais, malheureusement fort consacré à l'aspect institutionnel, mais il y a l'urgence économique et sociale, et donc le fait d'avancer dans l'élaboration du budget 2011-2012 va, me semble-t-il, dans le bon sens. Alors dites-moi, au cœur des discussions aussi, une plus grande responsabilité des régions, notamment au niveau de l'emploi. Là, vous êtes évidemment concerné au premier chef. Est-ce que Bruxelles ne partirait pas perdant dans cette voie-là, avec un gros souci, avec un taux de chômage très important ? Mais il ne faut pas voir ce transfert de compétences vers les régions comme étant un élément négatif. D'abord, il faut savoir ce qui est sur la table. On ne parle pas de régionaliser les contrats d'emploi, la norme salariale ou les allocations de chômage. Tout ça va rester au niveau fédéral. Mais nous permettre aux régions de mieux cibler nos aides en fonction du type de demandeurs d'emploi que nous avons. Vous savez que la Flandre est confrontée à un chômage de personnes plus âgées. À Bruxelles, on a un chômage des jeunes important. Donc je trouve que ça va dans le bon sens. Et nous responsabiliser plus, puisque c'est une demande qui est aujourd'hui sur la table, mais moi je ne suis pas contre. Vous savez, Bruxelles est déjà fort responsabilisée. On produit aujourd'hui 20% de la richesse nationale sur le territoire régional bruxellois et on ne touche que 9% des dotations du fédéral. Donc on peut dire que Bruxelles contribue déjà énormément au financement de l'ensemble du pays. Alors un mot de Dexia, on en parlait hier sur cette antenne. Dexia qui va supprimer 385 emplois au niveau de la Belgique. Alors on n'a pas, je ne sais pas si vous avez plus de chiffres sur Bruxelles, mais on n'a pas encore eu la précision. On sait que les suppressions en tout cas concerneront notamment le siège central qui se trouve boulevard Pacheco. Ça c'est un dossier que vous suivez de près, j'imagine, Benoît Serex. À nouveau les travailleurs qui ont l'impression de payer l'addition. Mais en effet, ce sont les travailleurs qui payent l'addition, c'est la population qui paye l'addition, puisque les pouvoirs publics ont dû investir énormément pour sauver ces banques pendant toute cette crise financière. Et donc aujourd'hui, nous allons évidemment, au niveau du pouvoir régional, faire le maximum pour aider les travailleurs bruxellois qui perdraient leur emploi suite à cette restructuration, en mettant sur place une cellule de crise avec mes collègues des deux autres régions, une cellule d'accompagnement, pour vraiment faire en sorte que chaque personne qui perd son emploi suite à cette restructuration puisse le plus rapidement possible retrouver une place dans le circuit du travail. Mais je regrette, je dois le dire, cette décision de ce groupe bancaire, parce que quand on voit l'effort que les pouvoirs publics ont fait au cours de ces dernières années, et on constate aujourd'hui que malheureusement ce sont toujours les mêmes qui payent. Alors, on parle beaucoup de mobilité cette semaine. C'est la semaine de la mobilité. On parlait aussi de la zone 30 dans le Pentagone il y a un instant. En tout cas, le gouvernement a adopté le plan IRIS 2, le plan régional de déplacement. On en a beaucoup parlé d'ailleurs ici. On n'en est pas encore au péage urbain, même si il est un peu à l'étude. Mais en tout cas, vous, Benoît Serex, vous êtes carrément contre. Oui, moi je suis totalement opposé au principe du péage urbain aux frontières de la région bruxelloise. Je pense que c'est certainement pas le moment, alors qu'on est dans des discussions institutionnelles, alors qu'on essaye de mettre sur pied des collaborations avec les autres régions, que Bruxelles s'enferme avec un péage urbain à ses frontières. Et d'autre part, si nous faisons ça, on sait très bien qu'on est aujourd'hui dans un régime de concurrence entre les régions, notamment en termes d'accueil des entreprises. Si ça se passe, on va avoir un risque de délocalisation d'un certain nombre d'entreprises en dehors de la région bruxelloise, et les études le démontrent, c'est pas moi qui dis ça, avec évidemment des pertes d'emplois à Bruxelles. Donc moi je suis évidemment fortement opposé à ce type de procédé. Là c'est le ministre de l'économie qui parle. Alors dites-moi, ça n'a pas été évident de mettre sur pied ces rendez-vous de rentrée politique, parce qu'il y a beaucoup de ministres qui partent à Shanghai. Vous allez partir aussi. Alors je crois qu'il y a Mme Groels qui sera là demain, on lui posera aussi la question, Jean-Luc Van Raas. Et vous partez quand? Alors moi je pars demain matin. Vous savez, la région, et les journées bruxelloises. Pour les journées bruxelloises, puisque la région bruxelloise a participé au financement du pavillon belge. Vous savez, il y a 70 millions de visiteurs à cette exposition universelle. Et donc c'est une occasion unique pour mettre en valeur Bruxelles, son tourisme, sa culture, son économie. Et c'est la raison pour laquelle je pars avec plus de 30 entreprises bruxelloises pour nouer des relations commerciales à Shanghai. Il y a une mission économique qui est jumelée. Je vais à Shanghai, mais on va aussi à Shenzhen,
Shenzhen, qui est une grande ville chinoise, et avec laquelle l'Agence bruxelloise pour l'entreprise entretient des relations privilégiées. Et nous accueillons d'ailleurs aujourd'hui à Bruxelles des entreprises chinoises pour développer des relations d'affaires avec la Belgique et avec Bruxelles. Voilà, on dira en tout cas que vous avez une bonne excuse d'y aller. Mais c'est pas une bonne excuse, c'est un objectif de développement commercial, parce que vous savez, aujourd'hui, si Bruxelles ne se tourne pas vers l'international, eh bien, on n'aura pas de création d'emplois en suffisance par rapport à ce qui nous attend dans notre région. Très bien. Merci beaucoup, Benoît Serex. Merci d'être là. Et donc, demain, c'est Brigitte Groels qui sera à votre place. On poursuit et on va revenir rapidement au chapitre politique institutionnel. Sachez que les conseillers communaux francophones de Rode-Saint-Genèse ont décidé de contresigner une motion réitérant leur opposition à la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Vilvoorde sans l'élargissement de la région bruxelloise. Les traditionnelles journées du patrimoine se tiendront ce week-end. Le thème cette année, Pierre & Co. Une centaine de bâtiments en pierre, ornés de pierre, sont à l'honneur, comme l'église Saint-Jean-Berckmans au cœur du collège Saint-Michel à Etterbeek, et qui fête cette année son centenaire. Muriel Berck. Ces jours de photos de classe pour les élèves du collège Saint-Michel. Le décor est plutôt prestigieux. Ce jardin insoupçonné se trouve à quelques mètres seulement du boulevard. Replongeons-nous un instant 100 ans en arrière. Le collège Saint-Michel a déménagé quelques années plus tôt dans ses bâtiments, à l'extérieur du centre-ville. Au début, la communauté pastorale et les élèves disposaient d'une simple chapelle. On construit ensuite cette église baptisée Saint-Jean-Berckmans. L'homme qu'on voit à son bureau à travers cette fenêtre, c'est le père supérieur André Delarbre. C'est lui qui préside depuis 4 ans aux destinées de la communauté de Saint-Michel. Élèves. Actuellement, il y a 2260 élèves. De ce temps-là, il y en avait beaucoup moins, évidemment. Mais comme l'église est moins fréquentée par les enfants, bien, elle est ouverte, évidemment, au grand public et il y a énormément de gens qui passent par ici. Oui, le week-end, par exemple, il y a 6 à 8 messes le week-end, donc c'est énorme. L'église Saint-Jean-Berckmans est aujourd'hui l'une des plus fréquentées de Bruxelles. L'édifice ne passe pas inaperçu quand on circule sur le boulevard Saint-Michel. Son architecture est très particulière et unique dans notre région. C'est tout à fait exceptionnel pratiquement d'avoir une église d'une architecture aussi originale ici à Bruxelles, parce que nous on est resté pendant très longtemps attachés au style gothique. Donc cette église a été réalisée entre 1908 et 1912 dans un style néo-roman rhénan. Donc vous voyez aussi dans la niche la statue de Saint-Michel. Donc Saint-Michel qui est vraiment le patron de la ville de Bruxelles et qu'on retrouve dans différents endroits de la ville. Mais c'est aussi donc le saint patron donc, de la communauté jésuite. L'église à l'intérieur renferme quelques trésors. Cet orgue exceptionnel réalisé par Kerkhoff. Et puis les visiteurs s'attarderont également sur ces très beaux vitraux et la série de peintures. Il y a le chemin de croix qui est constitué donc de 14 étapes et qui a été réalisé donc par Ernest Wante, qui était un artiste transition entre disons 19e 20e siècle et qui a réalisé donc des peintures à l'huile sur bois, donc dans des arcs trilobés. À l'occasion des journées du patrimoine, des visites guidées de l'église sont programmées samedi et dimanche. Un salon un peu particulier se tenait dans le parc de Laken aujourd'hui encore, le salon des Meux Verts. Il s'adresse aux professionnels, aux gestionnaires de l'espace public. On pouvait donc admirer des tondeuses, des véhicules de terrassement à l'œuvre, des machines qui respectent l'environnement. C'est important, il s'agit d'un secteur aussi porteur d'emplois. On recherche des jeunes capables de manipuler ce genre d'engin. Le salon des Meux Verts se tient tous les 2 ans. Après un passage par Courtrai, le voici de retour à Bruxelles. En termes d'aménagement et de sécurité des travaux routiers, Bruxelles se classe première par rapport à d'autres grandes villes européennes, juste devant Barcelone et Berlin. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par la Fédération internationale de l'automobile. À Bruxelles, 5 chantiers ont été testés, signalisation, gestion de la circulation, information sur les travaux et mesures visant les usagers faibles ou les transports en commun. Bruxelles s'en sort donc très bien. À cogiter lorsque vous serez coincé dans votre voiture à cause des travaux. C'est donc pire ailleurs.
Musique à présent, avec le groupe Polyphonic Size, un groupe né il y a 30 ans à Bruxelles et qui fait son grand retour sur scène, demain soir à Etterbeek, la semaine prochaine au Botanique. Son style New Wave synthétique, coup de jeune pour le groupe, les deux filles du chanteur en font désormais partie. Nous les avons rencontrées dans le centre-ville, Pierre Baudot et Christian Bureau. Un resto Antoine Dansard, dernier préparatif pour les concerts à venir de Polyphonic Size. Liste de morceaux, on règle les détails pratico-pratiques avec le manager. Le groupe né à Bruxelles il y a 30 ans a été un des précurseurs de la vague New Wave synthétique en Europe, avec des morceaux emblématiques comme Winston et Julia et Action Man. En veille depuis 1991, Polyphonic Size revient aux affaires. Vous pouvez changer le monde, mais touchez pas à mon portefeuille. Vous pouvez changer le monde, mais laissez-moi dans mon fauteuil. À l'époque, à Bruxelles, il y avait toute une mouvance de labels indépendants, plein de groupes, Front, Neon Judgment, etc., Radio Libre, etc. Et que c'est vrai qu'à l'époque, bon, j'ai eu la question aussi récemment, on ne s'imaginait pas que 30 ans plus tard, on parlerait toujours d'une musique minimaliste belge. 30 ans après, ça change évidemment. Moi, je ne savais pas du tout comment j'allais me comporter. Je me disais, si je m'amuse bien, je continue. Puis si j'ai trop peur ou si je ne bouge pas, si je suis une plante, j'arrête. Et je me suis éclatée, donc voilà, je continue. En 30 ans, beaucoup de changements de personnel ont émaillé la vie du groupe, toujours parrainé par leur fidèle ami Jean-Jacques Burnel, le bassiste des Stranglers. Polyphonic Size a intégré aujourd'hui deux jeunes musiciennes, Alice et Mandy, les filles de Roger Marc, chanteur et guitariste du groupe. On joue toutes les deux de la musique depuis assez longtemps. Et donc assez naturellement, j'ai proposé, si jamais il manque des musiciens, moi, je veux bien être de la partie. Et donc naturellement, Mandy a acquiescé aussi. Dans leurs morceaux, c'est très électronique et tout ça, mais niveau clavier, c'est vrai que moi je fais du piano classique depuis longtemps, donc là c'est vraiment électronique et ça me semble plus simple. C'est évidemment un rêve, je crois, pour tout musicien ou même toute famille artistique qui, s'il peut collaborer avec ses enfants, créer quelque chose, évidemment, c'est fantastique. Deux générations qui se retrouvent dans la musique, c'est aussi cela sans doute le secret d'un retour réussi, d'abord sur scène et peut-être en 2011 avec un nouvel album. Le voyage en tout cas se poursuit. Voilà pour l'actualité de ce jeudi 16 septembre. L'image du jour, c'est ce déjeuner insolite au Ezel et qui s'est déroulé, vous allez le voir, à plusieurs dizaines de mètres du sol. C'est une société bruxelloise qui a lancé le concept Divans in the Sky il y a 4 ans. Un concept qui aujourd'hui s'exporte dans le monde entier et se décline à toutes les sauces, mariage dans les airs, séances de golf. On avait déjà assisté à une émission radio dans les nuages, toujours à Bruxelles. Voilà donc pour fêter son 4e anniversaire, un dinner in the sky qui était organisé aujourd'hui au Ezel. La ville de Bruxelles a beaucoup soutenu l'initiative à l'époque. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.